Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler de votre argent, mais on ne parlera pas de votre argent que vous avez chez vous. On va parler de celle que vous donnez à la municipalité. On va parler pas de vos taxes municipales, mais on va regarder comment ça fonctionne l'administration municipale. Parce qu'on sait, on donne de l'argent aux municipalités, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Comment ça fonctionne? On a-tu le droit d'aller chialer et de dire « Oh, j'ai l'impression que ça marche pas ». Ben, on va avoir la meilleure personne avec nous pour discuter de ça. Christine Sauvageau, bonjour. Tu es conseillère en communication et relations avec le milieu pour la ville de Dolbeau-Mistassini. C'est bien ça, bonjour Pierre. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Pour les gens qui ne connaissent pas Christine, c'est quoi ton parcours? Comment tu t'es ramassée dans ce rôle-là à la ville de Dolbeau-Mistassini? En fait, la ville de Dolbeau-Mistassini, avant, il y a 10 ans, n'avait personne au service des communications. Okay. Et je trouvais justement, pour des enjeux que tu as soulignés d'entrée de jeu, que ça pouvait être vraiment intéressant. C'est une question qui m'avait déjà interpellée. Le monde municipal m'interpellait depuis longtemps. Et la municipalité a ouvert un poste. J'ai appliqué. Et donc, je suis la première à avoir occupé ce poste-là. Je suis toujours là depuis 10 ans. Ah, OK. Fait que c'est toi qui as tout défriché aussi, parce qu'il fallait mettre ça en place, là. Effectivement. Hey, je vais changer un peu mon constat. Quand tu arrives en place, là, c'est quoi ton constat? C'est quoi les besoins qu'on a à l'époque, là, il y a 10 ans? Là, parce qu'il y a eu une évolution, j'imagine. Oui, effectivement. Il y a une évolution. Il y a une évolution des technologies, des outils, des moyens de communication. Il y a une évolution aussi dans les besoins des gens aussi. Fait qu'il faut se garder toujours up-to-date. Mais oui, dans le fond, à l'arrivée, il y avait plusieurs constats. Mais on sortait à ce moment-là, la municipalité sortait d'une vaste planification stratégique dans laquelle les citoyens avaient exprimé des besoins, puis avaient exprimé des besoins en matière de communication. Ouais. Donc, la première chose, ça a été de répondre à ça, d'essayer de mettre en place, de faire une réponse à ce qui avait été demandé, tout en structurant, là, je dirais, un service des communications qui avait des objectifs à lui, des priorités, toujours en appui à nos services, parce qu'un service comme le mien, bien, c'est un service qui est au service des autres services de la municipalité. Il y en a 9 dans la ville, donc chacun a ses réalités, ses problématiques, ses messages, les choses qu'ils veulent faire. Donc, on coordonne tout ça. Ouais. Toi, tu es un peu, en fait, la charnière entre la population qui, lui, c'est le sens commun. Ouais, mais ça a l'air que là, on passe sur nos observations comme on pense. Puis toi, de l'autre côté, tu as toutes les données, les techniques. Fait qu'il faut que tu sois capable de vulgariser puis de faire passer aussi le message de la population à l'administration. C'est comme ça que ça marche? Effectivement, effectivement. Puis en ce sens-là, il y a quand même une proximité avec la direction générale et le conseil municipal qui sont beaucoup avec ces objectifs-là aussi, là, d'arrimer les services avec les besoins. Génial. OK. Avons-nous notre argent? Non, mais c'est une question niaiseuse. Mais tout on paye, on fait nos taxes, mes taxes, bon, c'est correct. Puis on sait que ça sert à quelque chose. Mais comment ça fonctionne? Tu sais, au moment où c'est planifié, tout ça, là, c'est pas au hasard. Effectivement. Puis tu sais, les gens qui veulent avoir le détail, évidemment, on est dans l'administration publique, donc tout est disponible là, sur les plateformes de la ville de Dolbeau-Mistassini en ligne. On essaie beaucoup, quand on adopte les budgets, quand on adopte les programmes d'investissement, d'intéresser les gens à ce qu'on fait pour qu'ils viennent voir, parce que ne serait-ce que de planifier et d'adopter tout ça, c'est beaucoup de travail en soi. Puis on aime ça que les gens s'intéressent puis s'informent sur ce qu'on fait. On est loin d'essayer de le cacher. On essaye de le promouvoir puis d'être fiers des projets. Mais, tu sais, pour te donner une idée, là, on passera pas à travers le budget municipal aujourd'hui parce qu'en 2026, le budget, 34,7 millions de dollars. Ça, c'est l'aspect annuel. Puis sinon, le plan d'investissement triennal qu'on a adopté, le dernier qui est adopté, 41,8 millions de dollars sur 3 ans. Okay. Donc, des projets, il y en a beaucoup. Entre les deux, juste pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là? Oui, dans le fond, le budget, c'est les dépenses récurrentes, annuelles, le roulant, le fonctionnement, les salaires, les coûts de déneigement, toutes ces choses-là. Alors que l'investissement, c'est vraiment les projets dans lesquels on va investir des sous, que ce soit pour entretenir ou moderniser ou construire des infrastructures. Donc, on est vraiment dans les infrastructures de la municipalité. OK. Donc, et une ville, ça ne peut pas faire de déficit. Est-ce que ça, c'est vrai? Bien, on a tout un cadre légal là, qu'il faut respecter, déposer les budgets, mais effectivement, normalement, on doit remettre un budget qui est équilibré.
Donc, en chaque début d'année, c'est l'objectif de remettre un budget équilibré. Maintenant, parfois, il y a des surplus accumulés. Il y a différents outils qui permettent d'équilibrer un budget, mais on peut également faire il y a des prêts, il y a des processus de prêts comme pour n'importe quel individu. Mais oui, dans les faits, il faut gérer Non, mais c'est important à savoir, parce que des fois, on voit nos gouvernements qui font des déficits, puis on dit pas la ville n'investit pas, mais des fois, c'est parce que aussi, c'est la réalité budgétaire aussi qu'il faut arriver. C'est différent d'un gouvernement provincial, par exemple. C'est différent, puis c'est très différent d'une municipalité à l'autre. Évidemment, le cadre législatif est le même, mais c'est très difficile de faire des exercices de comparaison d'une municipalité à l'autre. Puis les gens vont avoir tendance à comparer leur taux de taxation, ils vont avoir tendance à comparer les investissements qu'une ville va faire avec une autre, alors que dans le fond, les réalités sont très, très, très différentes. Chaque municipalité a ses particularités, a ses priorités. Le palier municipal, c'est une chose qui m'interpelle beaucoup, a quand même beaucoup d'autonomie. Oui, à travers un cadre rigide, réglementaire, de normes, mais c'est un palier qui a quand même beaucoup d'autonomie puis qui peut faire des choix, des décisions vraiment différentes d'un endroit à l'autre. Et c'est important parce que le territoire est différent, les besoins peuvent être différents, les infrastructures. Comparé à une municipalité, souvent, on va voir des comparaisons par population. Mais en fait, la même population sur un territoire comme Dolbeau-Mistassini ou sur une ville très densifiée, bien, ça ne représente pas la même chose, ça ne représente pas les mêmes coûts d'entretien des infrastructures. Je parlais de chiffres tantôt. Tu sais, nous, 480 km de route à déneiger prend la même population qui habite dans 4 km². On n'a pas les mêmes coûts d'opération sur le déneigement. On n'a pas les mêmes durées d'opération sur le déneigement. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut connaître puis qu'il faut avoir en tête quand on essaie de faire des exercices de comparaison. Oui, c'est ça. Je voyais mener un article qui comparait le transport en commun à Saguenay et à Sherbrooke à cause que c'était une population équivalente. Et le territoire de Saguenay est 4 fois plus grand, donc on ne peut pas... C'est ça. Les comparaisons sont toujours hasardeuses. Oui, OK. Les citoyens, c'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent? Tu sais, quand ils viennent te voir ou ils t'appellent, ils t'écrivent, qu'est-ce qui les inquiète le plus? Qu'est-ce qu'ils comprennent le moins, en fait? C'est sûr que dans un processus de demande citoyen, là, nous, ce qu'on documente, là, si je vais au-delà de mes perceptions personnelles ou de mon parcours, on documente les demandes des citoyens. On a des systèmes. C'est pas parfait. C'est un dossier qu'on travaille beaucoup, qui fait d'ailleurs partie de la planification stratégique. On essaye d'optimiser le processus citoyen. Mais si je prends officiellement les requêtes qu'on reçoit à la municipalité. Nous, dans notre jargon, là, je viens de taper sur mon micro, je m'excuse. C'est correct. On vit avec. Oui, c'est ça. Donc, nous, dans notre jargon, à nous, une requête, c'est quelque chose qui va générer une action. Donc, les citoyens, ils peuvent avoir différents types de demandes. Ils peuvent avoir des questions, qui cherchent de l'information tout simplement. Ils peuvent avoir besoin d'informations pour savoir comment s'orienter, mais ils peuvent aussi avoir des requêtes très précises qui vont générer une action de la part de la municipalité. Donc, tout ce qui est les requêtes, ça, c'est bien documenté. Puis on a des données là-dessus. Et on sait, par exemple, que le service des travaux publics, annuellement, va en recevoir, là, j'ai la donnée 2025, 3160 requêtes par année externes, seulement pour qui vont générer une action là, assez... Ça revient remplir le nid de poule. Là. Voilà. Donc, et là, tu viens de nommer la première requête que nous avons annuellement, c'est les nids de poule. Et là, on peut bien dire, bon, le nombre importe peu, mais c'est surtout qu'effectivement, les nids de poule, c'est sur une durée très précise. Donc, c'est au printemps, au dégel, que les nids de poule apparaissent. Donc là, on sait que nos équipes vont être mobilisées particulièrement là-dessus pendant une période déterminée. J'ai les autres, là. Est-ce que tu veux essayer de deviner? OK, déneigement. Déneigement, c'est dans les top 10, mais ce n'est pas en haut de la liste. Mais il y a les puiseurs gelés. Donc, tu sais, qui est équivalent un petit peu dans le déneigement. Donc, souvent, au printemps, les accumulations d'eau, parce que les puiseurs ne font pas leur travail. Donc, le dégel de puiseurs. Et dans le top 4, l'ouverture, fermeture des vannes d'eau, c'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement, mais c'est aussi... pour l'eau, pour l'accès de l'eau à une maison, par exemple, effectivement, il faut souvent aller procéder à fermer puis ouvrir l'eau, que ce soit pour des travaux, pour des bris. Donc, ça, c'est des requêtes qui sont très régulières pour nos équipes. Et sinon, on a aussi la signalisation brisée ou déplacée.
Donc, des fois, les gens qui s'amusent avec nos barrières sur les rues, ben là, ça amène un enjeu de sécurité, il faut aller intervenir. Sinon, les bris, il y a un accident, il y a un arrêt qui est déplacé. Donc, nous, on a, encore une fois, de la réglementation, des normes à respecter. Donc, ça, c'est nos 4 principaux sujets de requête, là, de demande d'intervention, en fait, là, de la municipalité. Fait que ce que je comprends, c'est que vous avez à peu près une liste de responsabilités, là, des choses dont vous êtes responsable, et vous devez être prêt à intervenir, peu importe la requête. Donc, vous devez un peu penser à tout, là. Ben oui, on a des équipes, puis ça arrive qu'il y a des requêtes qui tombent dans une craque de plancher, qu'on dit, puis qu'on essaie de dire, ben comment on fait pour répondre à cette demande-là. Mais dans ce que je viens de nommer, c'est du roulant. Donc ça, c'est des requêtes, c'est des demandes pour lesquelles c'est, pour nous, facile d'intervenir, qui sont bien documentées, dont la séquence de l'intervention, elle est facile. Maintenant, si on tombe dans des demandes, il y a toutes sortes d'autres demandes, des demandes d'information, comme je disais, ou tout ce qui est plainte, là, c'est plus difficile parce que les moyens d'intervention, une demande d'information assez simple, dépendamment de... La chose la plus difficile, généralement, c'est de trouver le bon service pour répondre à l'information. Là, ça, on travaille beaucoup là-dessus, puis on s'améliore constamment. Les outils numériques nous aident, évidemment, à mettre l'information à la disponibilité sur le site Web. Mais quand il s'agit de plainte, bien là, le chemin peut être un petit peu différent parce que le niveau de plainte peut être différent. Si, par exemple, on reprend l'exemple des nids de poules qui est très fréquent, il y a un nid de poule, on veut le réparer, la Ville procède à la réparation, ça va. Maintenant, un citoyen peut être pas d'accord avec le délai que ça a pris pour réparer le nid de poule. Ça, c'est une sorte de plainte. Il pourrait être pas d'accord avec la manière dont on répare les nids de poules. Ça, c'est une autre sorte de plainte. C'est pas les mêmes personnes, les mêmes responsabilités qui vont répondre. Là, je prends l'exemple du nid de poule, mais on a beaucoup, par exemple, en urbanisme. Les permis, ça aussi, c'est un gros volume de travail. Donc, moi, je suis capable de mesurer, le service mesure, je suis capable de vous donner la donnée du nombre de permis émis chaque année, mais ça ne calcule pas tout le nombre de demandes d'informations qu'il y a eu avant d'être traduits en permis et les permis qui ont été potentiellement refusés, les gens qui ne pouvaient pas obtenir un permis pour leur projet. Donc, à partir du moment où pour moi, je trouve que je suis traitée injustement parce que je n'ai pas le droit de concrétiser mon projet. Mais là, le service de l'urbanisme, dans le fond, ne peut rien faire. Parce que lui, il applique le politique. Il applique le cadre normatif que le politique a décidé. Là, donc, à ce moment-là, ben, le chemin de la plainte, puis on va orienter le citoyen vers une autre façon de faire progresser sa demande. Mais c'est intéressant, c'est quand même important de réaliser que des fois, pour le même sujet, c'est pas aussi facile que de dire « nid de poule, appelle Paul ». Non, c'est OK, nid de poule A, B, C, donc dépendamment du type de plainte ou là, il faut t'envoyer à quelqu'un de différent, mais on réalise pas ça quand on appelle pour se plaindre. Non, effectivement. Puis, c'est notre travail à nous, comme municipalité, de s'assurer que la personne soit bien aiguillée. Puis, comme je disais tout à l'heure, on sait qu'on a du travail à faire sur ce qui est des demandes moins formelles ou qui est moins facilement documenté ou qui ne génère pas une action. Tout ce qui n'est pas une requête, bien là, quand ça tombe, ben là, il faut trouver des mécanismes. En plus, les citoyens, aujourd'hui, sont habitués d'aller... ils vont magasiner quelque part, ils commandent quelque chose, là, ils ont un suivi de statut en ligne de la commande, de l'évolution de leur demande. Quand c'est terminé, ils reçoivent un courriel ou un texto pour dire que c'est terminé, puis 3 jours après, ils vont recevoir un sondage de satisfaction sur le... Fait que c'est sûr que comme municipalité, on peut se dire, est-ce qu'on aimerait ça être là? La réponse est oui, on aimerait ça offrir un service comme ça. Maintenant, quelles ressources? On parlait de budget tantôt. On est prêt à consentir à des mécanismes comme ceux-là. Et est-ce que c'est une priorité si, dans le fond, les besoins des citoyens sont répondus de toute façon? C'est tout les genres de questions qu'on se pose quotidiennement. Et plus particulièrement présentement sur le sujet de l'optimisation des services citoyens parce que c'est dans notre plan stratégique. On va y revenir au plan stratégique. Mais avant, j'ai une question étrange. Moi, je suis un gars curieux. Là, on a parlé des demandes qui arrivent souvent. Y a-tu des fois des gens qui appellent pour une affaire et tu fais comme « Mais d'où ça sort? » Tu sais, de faire « OK, à qui il faut que je parle? » Non, mais ça doit arriver aussi. Oui, ça arrive. Ça finit souvent sur mon bureau. Oui, effectivement. Quand on ne sait pas où aller. Mais par exemple, souvent des démarches citoyennes là, de bonne volonté. Par exemple, comment je pourrais faire pour organiser une collecte de déchets?
C'est un exemple qu'on OK. a déjà eu parce qu'on trouve que c'est important, puis on aimerait ça que la Ville appuie. Bon, OK, par quel bout on prend ça? Là, il faut comme réfléchir. Ça tombe justement sur la tâche de qui? On l'articule comment? Fait que des fois, c'est une idée toute simple, mais si ça n'a jamais été fait, ben il faut quand même trouver le comment. Puis là, encore une fois, on est faut toujours penser dans le bien commun. Fait que là, si on donne un appui à cette idée-là, pourquoi on le fait? Pourquoi on donne un appui à cette idée-là et pas l'autre à côté? Ouais. Donc, il y a toute une question de priorisation, d'équité, de ressources à chaque fois. Oui. Je viens d'avoir une autre question, mais avant, je vais t'emmener sur une autre affaire. En lien avec les questions, quelles questions vous avez régulièrement dont vous n'avez pas la réponse dans le sens, tu sais, les gens, des fois, ils font pas la différence. C'est pas la Ville, par exemple, là, ça va niaiser. C'est pas la Ville qui s'occupe de ce qui se passe à l'école. Tu sais. Toutes les interventions sur les routes du ministère de Transport, ça arrive beaucoup parce qu'on a quand même un bon tronçon là, de la 169 sur notre territoire puis de la 373 également. Donc, les gens, souvent, vont se plaindre à la Ville pour quelque chose qui relève du ministère des Transports. Donc, ça, c'est fréquent là, qu'on doive réaiguiller les gens. Puis, des fois, les gens sont mécontents de ça. Ils ont l'impression qu'on se renvoie un peu la balle entre les intervenants. Mais de notre côté, les normes c'est bien déterminé. Puis c'est vrai que la Ville peut quand même venir en appui à certaines demandes pour faire des interventions auprès du ministère. C'est pas rare que la Ville va adopter une résolution municipale, parce qu'un conseil municipal, ça parle par résolution, puis acheminer des demandes particulières au ministère pour des enjeux qui se déroulent sur le territoire, mais dont nous ne sommes pas responsables. OK. Puis toi aussi, tu es un peu, comment je peux dire, l'équilibre entre, tu sais, les gens, quand ils posent des questions, ils se basent un peu sur leur sens commun. Là. Ils ont observé quelque chose, ils demandent de quoi, etc. Puis, à un moment donné, ben, quand il y a 50 personnes qui pensent la même affaire, ben là, ça devient un mouvement, un poids, puis ça fait du sens parce que tout le monde veut ça, qu'on fasse ça. Mais des fois, les études, les données nous disent, tu sais, il faut se fier aussi à la science. Est-ce que c'est difficile de naviguer entre l'espèce de politique, ce que les gens veulent, puis la réalité aussi. Tu sais, des fois, une mesure n'est pas bonne, puis la science nous le démontre, ou on a des données qui nous disent que ça ne fonctionnera pas. De l'expliquer à quelqu'un, est-ce que ça, c'est un enjeu qui est complexe? C'est difficile, cet équilibre-là? C'est fréquent. Ouais. Effectivement, mais moi, j'adore ça. Okay. En fait, je pense que c'est notre travail d'expliquer aux gens pourquoi on fait les choses comme ça, pourquoi c'est pas possible de les faire autrement. Puis ça veut pas dire qu'on peut pas, des fois, puis il faut savoir, puis on est en 2026, là, tout ce qui est participation citoyenne, engagement citoyen, on y croit, on veut que ce soit comme ça, donc il faut les écouter, mais il faut aussi que les gens puissent comprendre que parfois, c'est juste pas possible versus d'autres paramètres. Puis, tu sais, c'est une chose que je répète souvent. Les gens vont avoir tendance à juger de leur expérience, puis c'est correct. Hein? Le citoyen, il est expert de son expérience citoyenne. Il sort dehors, c'est mal déneigé, c'est lui qui vit avec ça au quotidien. Il a le droit de trouver que ça n'a pas de bon sens. Maintenant, il faut qu'il soit capable de se transposer dans la gestion commune, dans la gestion, dans le sens commun plutôt, et de se dire, ici, aujourd'hui, maintenant, peut-être que le fait que moi, je ne sois pas déneigée, c'est moins important que l'hôpital soit accessible, que la rue principale soit déneigée ou que le camion de pompiers puisse circuler à l'endroit où il y a besoin d'aller. Mais ça, les gens n'y pensent pas nécessairement dans leur quotidien ou n'ont pas le vécu ou les expériences ou la perspective pour pouvoir le faire. Et c'est là qu'on entre en jeu de dire aux gens, voici pourquoi. Puis tu parlais de déneigement tantôt, c'est un bon exemple parce qu'effectivement, on a une politique de déneigement. C'est un exemple que je connais bien aussi parce qu'on a fait toute une démarche de participation pour adopter la nouvelle politique de déneigement en 2022. On a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils voulaient, comment ils verraient ça, pourquoi. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que, dans le fond, quand on leur pose les mêmes questions que nous, on se pose, ils ont en général les mêmes réponses que nous. Mais il faut être capable de les amener à formuler la bonne question. Donc, est-ce que tout le monde veut toujours être bien déneigé? Oui. Quel prix je suis prêt à payer pour être toujours bien déneigé? Puis la réalité, c'est ça. La municipalité, elle gère le bien commun, elle gère les ressources, le partage des ressources. Donc, il faut, avant de se plaindre d'un niveau de service,
moi, j'invite toujours les gens à se donner une perspective globale, à s'informer sur comment ça marche. Puis après ça, si la personne n'est pas satisfaite de la réflexion qui sous-tend la décision, bien là, c'est intéressant de nous interpeller puis de nous challenger, là. Est-ce qu'on est mieux d'aller vous interpeller, d'aller prendre une petite jasette, t'appeler ou t'écrire, ou des fois pointer au conseil municipal et dire « Je vais aller prendre le micro, on m'a demandé, moi. » Bien, je pense pas que de prendre le micro au conseil municipal, ça soit la première action. Ben, c'est ce que je pensais, mais je voulais juste valider. D'appeler d'abord dans les services. Hein, chaque service est responsable. Puis ça aussi, c'est un travail que je trouve qu'on a à faire, là. C'est que les gens, souvent, ils ne savent pas, puis c'est bien correct, tu sais. Mais de ne pas hésiter à demander, là, hein, d'appeler la téléphoniste puis de dire, bien là, j'ai tel problème, à qui je dois parler. Parce qu'effectivement, qui s'occupe de quoi? Est-ce que c'est les loisirs, les travaux publics, l'urbanisme? C'est pas évident pour tout le monde. Puis, tu sais, c'est correct d'avoir cette question-là. Il n'y en a pas de mauvaises questions. Des fois, les gens sont gênés, mais il n'y a pas de gêne à avoir. On est là pour eux, on travaille pour eux. Ouais. Donc ça, c'est la première chose, d'essayer d'obtenir une réponse. Puis là, après ça, s'ils n'ont pas obtenu la réponse qu'ils croient juste, bien là, d'interpeller le conseil municipal, c'est une bonne chose. Puis c'est même pas toujours obligé de se faire en séance publique. Appeler à l'hôtel de ville, demander à parler à quelqu'un qui va leur répondre, demander à parler aux élus municipaux, c'est correct aussi là, de le faire comme ça. C'est dans leur rôle. Là. Parce que souvent, même l'élu, puis plus ils sont là depuis longtemps, plus ils ont la réponse et plus ils connaissent bien le fonctionnement, mais même l'élu n'aura pas nécessairement la réponse sur le bout des doigts, autant que nos experts sur le terrain qui connaissent bien les rouages, l'administration, le pourquoi du comment, puis qui sont au quotidien à appliquer les politiques. Hein, dans les niveaux de responsabilité, le conseil municipal, on l'a dit tantôt, il va adopter tout ce qui est la stratégie, les grandes orientations, les visions, mais dans l'opérationnalisation, on est plus au niveau de la direction. Puis dans le fait de le réaliser, bien, ça va être vraiment les employés sur le terrain. Donc, chacun possède son niveau d'information, son pouvoir d'action puis de décision. Puis c'est là où il faut savoir à qui s'adresser. Mais la porte d'entrée, la première ligne, on appelle, on se présente au service, on va voir sur le site web, puis après ça, on va voir pour une deuxième ligne de service peut-être. Mais j'aime ça ce que tu dis parce que moi, j'ai toujours un peu milité pour des politiciens plus humbles. Tu sais, l'idée d'avoir les deux mains sur le volant puis de tout savoir, tout contrôler, il me semble que ça se peut pas. Ce sera un mot de dire « Hey, je vais aller voir mon service, j'ai des spécialistes, je le sais peut-être pas moi comme élu, mais je vais prendre le temps, on va la trouver l'information, mais des fois d'être patient. » Bien, puis c'est la base de la représentativité démocratique, finalement, où on pourrait faire un parallèle avec la justice. Un jury, c'est ça, hein? On prend des gens qu'on pense qui possèdent une espèce de sens commun qu'on appelle à décider. Mais pour décider, pour prendre les bonnes décisions, bien, on a besoin des bonnes personnes. Puis c'est là où les experts, les spécialistes entrent en jeu puis viennent alimenter la réflexion de façon plus pointue. Puis là, bien, je parlais des services. Nous, on a 9 services. Fait que pour chaque décision, ou à peu près, les 9 services peuvent alimenter la réflexion du conseil. Et là, c'est enrichissant, tu sais. Oui, parce que c'est pas des vases clos, là. Des fois, il y a des services qui travaillent ensemble, puis il y a de la transversalité entre tout ça, là. C'est ça. C'est quoi les 9 services qu'on a? Là, c'est comme un examen parce que je les on peut n'oublier, c'est pas grave, mais tu sais, les services que tu as en tête, des fois que les gens connaissent pas. Le service du greffe qui va s'occuper de tout ce qui est justement les suivis du conseil municipal, les aspects légaux, donc greffe et cours municipal, donc tout ce qui est la gestion des constats d'infraction et tout ça. Oui. Ensuite, on va avoir l'urbanisme, hein, la gestion du territoire, l'aménagement du territoire, tout ce qu'il y a de permis de construction et tout ça. On a le service des technologies de l'information. Ça aussi, c'est un service de service, mais qui est très important. Toute l'infrastructure informatique. Service de sécurité et incendie, qui ont aussi plusieurs responsabilités qu'on connaît. Service des travaux publics et de l'ingénierie, donc toutes les infrastructures, l'ingénierie, très souvent sollicitées. La direction générale, qui est en fait là la direction duquel je relève, au service des communications. On a le service des ressources humaines qui va s'occuper du territoire et le service des loisirs qui va nous animer tout ça.
Et puis, tous ces services-là, leur point commun, c'est le conseil municipal, où il y a quelqu'un en dessous qui fait de la coordination. J'essaie juste de comprendre. Chaque municipalité est un peu autonome OK. dans ça, mais nous, on a un comité de gestion qu'on appelle, là, qui coordonne sur le plan des directions. Puis ensuite, il y a le conseil municipal, évidemment. Puis tout ça, il y a aussi plusieurs comités, commissions qui vont permettre à ces gens-là de discuter ensemble, là, Ouais. puis d'échanger sur des sujets précis. À la ville de Dolbeau-Mistassini, par exemple, on a la commission des finances, Ouais. on a la commission des loisirs, puis on a la commission des travaux publics et de l'ingénierie. Puis on a aussi un comité là, qui se penche sur le plan triennal d'immobilisation pour faire un travail de priorisation. Parce que tout le monde ne peut pas être impliqué dans chacune des décisions. Donc, c'est des exercices de représentativité sur chacun des comités. Mais nous, c'est notre façon de fonctionner. Mais encore une fois, chaque municipalité est quand même très autonome sur la façon dont ils fonctionnent. Ça permet aux élus de savoir où est-ce qu'ils peuvent aller chercher l'information qui serait pertinente en lien, puis de savoir que les gens se sont déjà parlé entre eux, que les experts se sont déjà parlé. Ça aide à probablement pouvoir avoir de l'information de meilleure qualité puis d'agir plus rapidement. Puis, tu sais, le conseil municipal, là, il y a quand même pas beaucoup de temps pour décider certaines choses, là. Tu sais, si je prends l'année 2025, là, puis je l'ai noté parce que c'est quand même impressionnant, le conseil municipal se réunit 16 ou 17 fois par année, là, dépendamment s'il y a des séances spéciales ou tout ça. Là-dessus, il y a des séances qui sont dédiées, par exemple, à l'adoption du budget puis du PTI, mais dans les séances régulières du conseil municipal, ils vont adopter vraiment plusieurs résolutions. Le chiffre que j'ai en tête, c'est en moyenne 34 résolutions par conseil. Donc, c'est 34 sujets qui doivent être adoptés. Pour chacun de ces sujets-là, il va y avoir un directeur de service qui va avoir fait un rapport. On appelle ça les sommaires décisionnels, qui va amener le conseil à réfléchir sur les différents éléments et qui va procéder à une recommandation. Et là, le conseil peut décider de reposer des questions, de vouloir avoir l'avis d'une autre personne pour se faire une tête. C'est sûr qu'on s'entend que toutes les résolutions ne sont pas aussi complexes à adopter l'une que l'autre. Puis il y a des résolutions qui sont strictement à caractère politique, mais quand même, c'est tout un travail. Puis les conseillers, là, puis peut-être que d'avoir l'expérience des nouveaux conseillers là, qui ont été élus récemment pourrait être pertinent aussi, mais ils reçoivent une bonne dose de documentation. Là, oui, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. De lecture, de compréhension. C'est beaucoup de travail. En 2025, le chiffre, c'est du nombre de résolutions que j'ai, c'est 586 résolutions pour 2025, donc en moyenne 34 par séance publique. Fait que c'est beaucoup de décisions à prendre, puis souvent en somme toute peu de temps. Oui. Nous, on travaille à temps plein, les directions là-dedans, donc on maîtrise quand même bien les sujets. Quand on arrive pour expliquer, là, résumer un projet d'ingénierie, là, par exemple, c'est quand même un niveau de complexité important. Ça, c'est toujours un exemple flagrant, mais c'est vrai pour tous nos experts, c'est vrai en urbanisme, c'est vrai même en communication. Pourquoi on devrait faire ça plutôt que ça? Ben, tu sais... Oui, puis la décision doit être prise rapidement, parce que souvent, quand le conseil arrive, probablement qu'on a besoin de la décision pour hier. Là, c'est souvent ça en politique. Là. Bien, en fait, puis tu sais, le cycle des conseils, le fait que chaque décision doit être adoptée par le conseil, bien ça alourdit, on le sait. On l'entend souvent. Maintenant, personnellement, j'y crois. Je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. On gère de l'argent public, on gère le bien commun. Il faut en discuter. C'est normal. Oh oui. Mais c'est vrai que pour des choses, quand on veut faire avancer nos projets, parfois, le cycle est long. À la ville de Dolbeau-Mistassini, concrètement, les élus, ils vont se rencontrer environ une fois par mois en séance publique formellement. OK. Étant donné le volume, la dimension de la ville, toutes les villes ne fonctionnent pas comme ça, mais la semaine auparavant, ils font ce qu'ils appellent une soirée de, on dit, orientation. Là. Donc, ils vont passer chacun des sujets, ils vont prendre le temps d'en discuter entre eux. Après avoir lu la documentation, comme je disais tantôt, ils vont peut-être renvoyer des questions. Ça leur laisse une semaine avant la séance publique pour se positionner, pour qu'éventuellement, ça soit adopté en séance publique. Puis sinon, dans le cycle, il y a aussi une soirée qu'on appelle la soirée des visites où cette soirée-là va servir à asseoir, rencontrer des organismes, se faire présenter des projets particuliers plus en détail ou pour le conseil municipal de, eux, se mettre des sujets à l'ordre du jour puis d'en discuter de façon plus profondément entre eux. Et s'ajoute à ça leur travail en comité-commission.
Mais quand même, on parle de quelques heures par semaine versus nous, les employés municipaux qui passent tout notre temps. Une chance que vous êtes là, parce que œuvrer, sinon, ils ne seraient peut-être pas capables d'arriver à des décisions aussi rapides, en fait, parce que les dossiers sont bien maîtrisés, préparés. Oui, ou à des décisions qui tiennent compte de l'ensemble des paramètres qu'on juge qui devraient être pris en compte. OK. On prend une petite pause. Oui. Merci, c'est vraiment intéressant. Écoute, je viens de retourner, puis on est déjà à demi-heure. Hey, wow! Merci d'être là. Restez là. On continue avec Christine Sauvageau pour parler de l'administration municipale. À tout de suite. Merci. Ben voyons donc. Nous, ce qu'on voulait, là, c'était vraiment avoir l'impression de manger des bleuets sauvages. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir découvrir Congèlerie Héritier qui a récemment lancé la marque Hiberna, qui sont jus de bleuets purs à 100 ainsi que d'autres fruits nordiques congelés. Et là, on s'en va découvrir l'usine avec leur merveilleux ours noir. Très hâte d'aller voir ça. On y va? La congèlerie, c'est un ensemble de producteurs qui se sont associés pour devenir autonomes dans le marché des bleuets sauvages majoritairement. On fait la congélation, la transformation du réemballage, majoritairement de l'exportation. C'est dans le fond, on prend le produit dans le champ puis on l'exporte dans plusieurs pays, Europe, États-Unis, Asie. Sinon, depuis mai, on transforme nos produits pour le marché local. C'est Hiberna que ça s'appelle. Il y a des fruits congelés, du jus de bleuet sauvage. Merveilleux. Bien là, nous, on a hâte d'aller voir vos belles installations. Écoute, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir. On vous suit là-dedans. On est prêts. Go! Comme d'hab, on rentre dans des places où personne ne voit. Comment est le procédé pour avoir ce jus-là? C'est fait à partir de bleuets congelés. En fait, le bleuet, il est broyé, il est pressé, puis il y a 2 filtrations qui est effectuée. Puis là, vous parlez du bleuet, mais je pense que vous faites d'autres fruits congelés. Fait qu'est-ce que c'est pas fruits et légumes? Oui, on fait de la gourgane. On fait de la camerise, de la rognan, de la canneberge aussi. Fait qu'on est capable de congeler tous ces produits-là. Avec une belle chronologie. Là. Oui, exactement. C'est merveilleux, jus de bleuet. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Où est-ce que les gens peuvent aller les chercher? Le jus de bleuet, il y a plus de 35 points de vente partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a aussi maintenant le bleuet 2 kg surgelé, la camerise, Adolbo, il y a IGA, Métro, Besson. Sinon, Normandin, la boulangerie, Normandin, et aussi, évidemment, au Délices du Lac-Saint-Jean, Albanel. Puis, tu sais, comme il n'est pas disponible, là, notre bon bleuet sauvage à l'année, c'est une façon de le consommer différente. Puis de plein de façons différentes, j'imagine dans des desserts. Les desserts, les cocktails, les mocktails. Ça fait très bien dans la boîte à lunch parce que c'est un petit ice pack. Ouais. C'est très bon pour la santé aussi, les bleuets avec des antioxydants. Merci tellement pour cette visite-là, nous avoir parlé de l'entreprise, la dégustation. Merci à toi. Congèlerie Héritier, c'est vraiment une belle entreprise de Normandin qui valorise notre bleuet sauvage, mais également d'autres fruits nordiques. Allez voir leur site web pour plus de détails. On se revoit bientôt pour une autre capsule. Oh, il y a un ours sur le truc! Wow! Même les sarraux sont à l'effigie de Congèlerie Héritier.
On est de retour à Échangeurs Turcotte. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle d'administration municipale avec Christine Sauvageau, qui est conseillère en communication et relations avec le milieu, pour Dolbeau-Mistassini. On va parler de plein de choses, mais j'aimerais revenir, tu sais, on parle de plaintes, on parle de gens qui vont poser des questions, etc. Tout est dans le rapport humain. Est-ce que souvent les gens n'utilisent pas le bon ton? Parce que des fois, on a l'impression que les gens, ça les fâche. Je peux comprendre. Mais est-ce qu'on... Tu sais, comment faire? Ben, est-ce que c'est vrai que des fois, le ton n'est pas adapté ou ça va? Bien, tout à fait, tout à fait. C'est quand même une minorité. Ceci dit, les gens, en général, sont polis. On va exclure les médias sociaux de tout ça parce que c'est un autre sujet, là. Mais on a quand même beaucoup de gens qui vont arriver avec une bonne attitude, qui vont vouloir mieux comprendre. Puis c'est ça qu'on demande, en fait. C'est que derrière toute décision, il y a toujours un cadre, hein? Puis il y a un humain aussi. En général, souvent, même si un citoyen va diriger sa colère ou son mécontentement contre la personne qui va lui répondre, la décision n'appartient pas tant à la personne qui lui répond. Ouais. Fait que ça, c'est de garder ça en tête aussi, hein, de ne pas tirer sur le messager. Là. Quand même, si t'engueules le déneigeur, lui, il fait sa job. Oui, bien, ou ça peut arriver là, qu'il y ait eu des écarts ou tout ça, puis c'est correct qu'on les traite, mais en général, il va appliquer ce qu'on lui demande de faire. Puis, ça n'aura pas de résultat, ça va juste le mettre de mauvaise humeur pour le restant de sa journée, là, tu sais, ou la réceptionniste, ou, tu sais, qui n'est pas la personne qui va prendre la décision. Elle va vous expliquer la décision ou elle va vous transmettre l'information, mais c'est important d'avoir ça en tête quand on s'adresse aux gens, puis d'avoir une certaine ouverture d'esprit quand on pose une question, parce qu'effectivement, les plaintes ou les questionnements que les gens peuvent avoir, c'est souvent au regard de leur expérience personnelle. Absolument. Donc, j'ai vécu telle situation, ça a été confrontant pour moi, où je pense que c'est pas la bonne chose, mais de poser la question, mais comment ça se fait que c'est comme ça? Ouais. Avant de se faire une idée ou de dire que ça ne fait pas de sens ou qu'on est mal administré ou que d'essayer de comprendre. Là, j'utilise des beaux mots. Là, des fois, oui. Non, j'ai lu entre les lignes. C'est ça. On a des commentaires parfois agressifs ou très dénigrants par rapport au personnel municipal, alors que dans les faits, ils ne font qu'appliquer ce qui est décidé, puis les orientations, puis le cadre de gestion qui nous est donné. Là, c'est une bonne idée quand on croise notre conseil municipal, qu'on a des choses à lui dire à l'épicerie, peut-être de l'accoster n'importe quand pour passer nos messages gentiment, là? Ben oui. Je pense que c'est dans leur rôle, parce que c'est plus dans leur rôle de prendre des décisions. Tout à fait. Maintenant, si vous voulez vous assurer qu'il y ait un suivi, que votre plainte soit documentée, soit cumulée, c'est important quand même de s'assurer que le tout est fait dans nos systèmes. Ouais. Quand vous appelez à la ville, on a des systèmes qui documentent pas l'ensemble des demandes, mais la majorité des demandes, les requêtes dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est important qu'elles soient documentées. C'est sûr que le conseiller municipal, il ne pourra pas faire la requête pour vous de dire il y a un nid de poule au 365 sur la 2e avenue. Ça ne va pas rentrer dans la machine. Puis peut-être que ça va être même plus long pour vous d'utiliser ce canal-là. Maintenant, si vous avez un questionnement sur une politique, une orientation, une façon dont ça se décide, bien là, c'est une bonne personne pour faire ça. Puis c'est toujours correct de les sensibiliser aussi sur les enjeux. Eux, ils peuvent ramener ça, en discuter, aller chercher d'autres idées. Mais si on veut avoir un suivi de notre demande, bien là, il va falloir attendre de leur croiser à l'épicerie, ce qui est peut-être moins sûr. Oui, c'est ça, exactement. Tu as ouvert un peu la porte, là. Je vais te poser juste une question sur les médias sociaux. Tu as vu l'évolution, tu as connu avant les médias sociaux, maintenant, puis c'est ton métier, là, tu dois gérer ça. Est-ce que c'est un plus dans le sens que ça rend la communication plus facile ou tu considères que c'est un moins parce que ça rend un peu peut-être des fois l'agressivité ou la colère des gens décomplexés parce qu'ils ne sont pas face à la personne mais face à un écran? C'est encore un plus, à mon avis. C'est encore un plus? Oui. Puis, en tout cas, sur la page de la ville, celle que j'ai à m'occuper, là, on voit quand même plus d'incidents qu'avant, mais il y a encore
quand même une certaine retenue, beaucoup de positifs aussi. OK. Il y a une éducation qui se fait aussi, Oui, j'ai l'impression. oui, je pense aussi que la majorité des gens en font une saine utilisation, là. Donc, c'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser, en fait. OK. C'est là-dessus qu'il faut se baser, puis qu'il faut s'alimenter, parce que sinon, on ne ferait rien de toute façon, là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, renvoyons la balle aux citoyens, là. Comment le citoyen, lui, peut... Tu sais, qu'est-ce qu'il devrait faire, le citoyen, pour être un meilleur citoyen, pour participer davantage à la vie démocratique, pour savoir qu'il est informé? Tu sais, comment tu vois ça, mettons, quelqu'un qui voudrait juste savoir la base, de dire, je ne tripe pas là-dessus, là, mais je veux au moins comprendre pour savoir, tu sais, s'il y a quelque chose. Bien, il y a des grands moments de la vie municipale. Là, si on parle de s'intéresser, se questionner, s'informer davantage, soyez présents au rendez-vous important. Les élections, en premier lieu. Absolument. Les taux de participation sont encore bas, bien que ce soit pas si mal cette année à Dolbeau-Mistassini, mais c'est encore bas. Donc ça, c'est la première chose. S'informer, ben c'est aussi, quand on fait des consultations publiques, des sondages, de prendre le petit 5 minutes, le petit 10 minutes, des tables, oui, des fois, de ressortir le soir, d'aller à une réunion, de se présenter à une consultation, ça peut être difficile. Mais c'est là, finalement, qu'il est le pouvoir de décision, les grandes orientations dont on parlait tantôt. Avant que ça se traduise en action, bien, il y a toute la réflexion. Puis si vous n'êtes pas là au bon moment, bien, c'est difficile de refaire la réflexion par la suite. Puis on essaie de plus en plus, puis c'est mon travail de le faire, de faciliter la vie avec les consultations en ligne, avec le numérique, avec des fois même, je pense aux vastes consultations qu'on a faites pour le plan d'urbanisme, où on est allé vers les gens, on s'est déplacé à des événements pour être où les gens sont, plutôt que de demander aux gens de venir à nous, tu sais. Fait que, mais là, il y a quand même un bout que nous, on ne peut pas faire, puis où le citoyen doit se responsabiliser par rapport à ça. Et c'est d'être là au bon moment. Puis oui, de s'informer, l'attitude dont je parlais tantôt, d'être curieux avant de chialer ou avant de critiquer ou avant de se faire une idée sur une chose, de s'assurer d'avoir été chercher l'ensemble des paramètres pour bien le comprendre. Ça, c'est sûr que c'est une chose importante, selon moi. Puis aujourd'hui, pour s'informer, c'est quand même assez simple. J'imagine que j'ai juste à aller suivre la page Facebook, par exemple, de la ville de Dolbeau-Mistassini, puis toutes les nouvelles vont m'arriver là. En autant qu'on comprenne comment fonctionne l'algorithme, là, parce que c'est pas parce qu'on suit une page qu'on va tout voir. Mais oui, il y a évidemment ça. Il y a le site Web. Il y a nos médias locaux aussi, là. Oui. Ils sont super importants pour tout ce qui est information locale. Ils font ce travail-là. On est chanceux dans la MRC Maria-Chapdelaine. On en a plusieurs, dont vous, mais... c'est là où on voit vraiment les nouvelles locales, qu'on annonce les choses, les projets qui sont près de nous. Souvent, les gens ne voient pas peut-être l'importance de la politique municipale puis de la démocratie municipale, mais c'est le palier qui est le plus près des citoyens. Le quotidien du citoyen, là, du robinet que tu ouvres le matin pour faire ton café jusqu'à le déneigement dont on parlait tantôt, le day-to-day, là, c'est vraiment... Et juste aller, puis tu sais, même des fois, aller assister une fois de temps en temps au conseil quand il y a des enjeux qui nous intéressent. Des fois, je pense qu'on réalise pas la chance qu'on a de pouvoir assister à ça, d'être là, puis peut-être même de participer, de lever la main, de poser des questions, parce que c'est pas vrai qu'on va aller à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes faire la même chose. Oui, puis en même temps, tu sais, je comprends aussi qu'une séance du conseil, entre toi et moi, c'est très plate, là. Parce que, tu sais... avouons. Tu sais, on va avoir de la lecture, de résolution, c'est hautement légal et tout ça. Mais s'il y a des gens dans la salle, bien, on peut sortir du côté plate parce que s'il y a personne qui challenge ça ou qui pose la question, bien, on va se contenter de lire ou de faire le minimum pour passer à l'autre sujet. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, bien, j'ai pas tout à fait compris, pouvez-vous me réexpliquer ça? Bien, ça, c'est sans y aller à chaque fois, quand les sujets vous intéressent, ça peut être Puis, encore une fois, les conseils municipaux de la ville de Dolbeau-Mistassini sont disponibles sur la télé du Haut-du-Lac. On peut la regarder en direct, mais on peut aussi la regarder en différé. Puis s'il y a quelque chose qu'on veut en savoir plus, bien, c'est... aller directement à l'information. Bien, c'est vraiment correct de poser des questions, de rappeler le service concerné, puis de demander à en savoir plus. On veut ça, on travaille pour les gens. Même que des fois, on se dit, hey, tu sais, c'est le fun d'être challengé dans ce qu'on fait, parce que ça nous permet de voir, ça se peut qu'on ait échappé des angles.
Ben, c'est parce que souvent aussi, des fois, ça fait des années qu'on utilise la même manière de régler quelque chose. Puis on se pose pas la question, mais des fois, il y a une nouvelle manière. Tu sais, les gens peuvent venir nourrir des nouvelles manières de faire, proposer, faire réfléchir. Puis comme tu dis, ben il faut arriver au début de processus, parce que quand on est en plein milieu, ben là, il est trop tard, là. On peut pas opérationnaliser cette Ou idée-là. sinon, ça va être très long avant que ça puisse avant se qu'il y ait le faire. changement qui se Je vais fasse. faire l'exemple de la politique de déneigement. C'est un travail de moine qu'on a fait pour mener à la politique de déneigement en 2022. Si on refaisait la politique demain, bon, peut-être qu'on pourrait changer juste 2-3 éléments, mais normalement, on va refaire un exercice. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit demain la veille qu'on va réadopter une politique de déneigement. Donc là, il faut rouler avec Quand celle-là elle est là, pendant un bout de temps, tu sais. Ouais. Tu as parlé souvent du plan stratégique. Oui. Ça, on entend souvent ça dans la bouche des élus, le plan stratégique. C'est quoi un plan stratégique? À quoi ça sert? À quoi ça nous sert? Puis qui le décide de ce plan-là? Oui, bien, le plan stratégique, là, c'est une nouvelle façon de gestion qui est quand même assez populaire dans les municipalités, mais dans les organisations en général. Et c'est vraiment de se donner une vision, de savoir où est-ce qu'on veut aller, puis après ça, de voir quels moyens on va utiliser pour y aller, pour se rendre. Puis, à la ville de Dolbeau-Mistassini, c'est le 3e plan stratégique qu'on a adopté récemment. Tu dis dans le temps, mais c'est pour combien d'années, un plan stratégique? Nous, à la ville de Dolbeau-Mistassini, on met les cycles de 4 ans. Donc, on est collé aux cycles électoraux pour vraiment laisser plus de marge de manœuvre aux élus qui entrent en poste de définir des visions puis des orientations. Donc, les visions, les orientations sont définies, adoptées par le conseil municipal. Puis ça, c'est fait souvent en collégialité avec les équipes de direction, mais on va souvent, puis on l'a pratiquement toujours fait, aller en consultation publique et aussi en consultation des équipes de direction et même en benchmark avec d'autres municipalités, là, d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, de regarder vers où on veut aller. Donc, tout ça se fait dans une discussion et finalement adopté par le conseil municipal. Donc, le plan va contenir une vision, une mission, des valeurs pour faire vivre ce qu'on veut comme ville, autant en interne que dans la communauté. Des grandes orientations, puis là, on tombe dans le plus précis, des objectifs et des actions. Ouais. Puis, c'est là où les employés entrent en compte. Donc, ils sont là au départ pour alimenter la réflexion sur qu'est-ce qui devrait faire partie du plan. Le conseil municipal va faire l'adoption, donc il va définir un petit peu le carré de sable. Puis nous, ben, on est là pour le faire vivre, l'exécuter, puis le traduire en action. Ouais. Tu sais, tu as parlé que quand on fait un plan stratégique, il y a des fois, on consultait aussi la population. Combien de personnes se présentent lors de consultations comme ça? Ça dépend toujours du sujet, ça dépend de la forme de la consultation. On a quand même des bons résultats. En regard des barèmes, si je prends pour le plan stratégique, pas pour le plan stratégique, excuse-moi, le plan d'urbanisme qu'on a fait, on avait réussi à aller chercher, selon les données, 5 de la population. Quand même. On peut se dire que c'est pas beaucoup, mais quand on parle en termes justement de comparaison, ben c'est quand même un volume intéressant là, en termes de participation citoyenne. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent pas, de gens qui s'y intéressent de loin, donc quand même. C'est ça. Puis on avait fait aussi toute la question du centre-ville. Donc, ça aussi, il y a eu des consultations. Il y a eu plusieurs formes de consultations aussi. On avait eu aussi une participation dans ces eaux-là qui était jugée comme satisfaisante. Puis souvent, là, ça, c'est plus dans mon travail, mais oui, il faut que les citoyens soient là, puis tous les citoyens ont le droit, mais ce qu'on va faire, c'est de s'assurer que les bonnes personnes soient là aussi. Fait que, par exemple, si on fait une consultation qui touche l'environnement, bien moi, je veux m'assurer que les organismes qui représentent l'environnement sur le territoire soient présents. Oui, effectivement, parce que des fois, on a des experts d'un domaine, mais qui donnent leur opinion sur un domaine dans lequel ils ne sont pas experts. Bien, il y a ça, puis je veux dire, c'est correct parce qu'on fait de la participation publique, mais les bonnes personnes au bon endroit, tu sais, moi, j'appelle ça... Dans le jargon, c'est un exercice de partie prenante, mais qui doit vraiment être là? Je reprends l'exemple du centre-ville. Ça a été super important de consulter les commerçants du centre-ville en premier lieu, parce qu'ils sont experts de leur situation, de leur réalité, de leurs problématiques. Donc, oui,
on devait entendre tout le monde, puis c'était nécessaire, mais eux, on ne pouvait pas se permettre qu'ils soient absents, sinon notre consultation n'aurait pas eu de crédibilité. Là. Puis quand on fait une consultation, est-ce qu'on ressort avec plus de problèmes ou plus de solutions? Non, mais tu sais, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a deux approches. Il y a des gens qui vont venir dénoncer les choses, il y a des gens qui vont venir apporter des solutions. Mais pour vous, là, souvent, les problèmes, vous les connaissez. Est-ce que vous recherchez plus des solutions ou vous voulez mieux comprendre le problème? Bien, je pense que les deux sont toujours bienvenus, là, tu sais. Puis souvent, les deux sont liés aussi, tu sais. Oui. Fait que moi, je vois pas de dichotomie entre le problème puis la solution. Puis tout le monde n'a pas la possibilité de traduire son problème en solution. Donc, les deux sont corrects. C'est correct de venir chialer. Ouais. Je reviens à ce qu'on disait tantôt, en autant qu'on le fasse au bon moment, au bon endroit et le bon ton. C'est toujours correct. Puis de le faire d'une façon constructive, c'est possible, même d'adresser une critique de façon constructive. Oui, puis j'ai l'impression que le fait que quand les gens se consultent, ils discutent, mais ils réfléchissent aussi. Fait que souvent, tu sais, des fois, on va arriver là, puis on devrait faire ça, puis là, on devrait faire ça. Mais peut-être que la meilleure idée, c'est pas la tienne ou la mienne, mais c'est comme un mélange de plein d'idées, d'un métissage de ce qui va se dire. T'sais. Dans le fond, c'est toute la science de la participation publique, hein, c'est de faire émerger les solutions. Ouais. Puis ça, c'est en jasant ensemble, puis pas chacun dans son coin, d'où l'importance de consulter, de participer, d'échanger sur les sujets. Parce que oui, les solutions y émergent, des discussions, puis des rencontres, puis en échangeant avec différents niveaux de réalité. Oui. C'est une grande famille quand même, là, dans laquelle, je pense, là, à 9 services, plus les élus et des gens qui ont des rôles différents. Je pense que c'est important pour les citoyens de démêler ça parce que c'est facile, quand on a un problème, de juste se lever la main puis de dénoncer. Il y a des manières. C'est quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Un courriel qu'on se présente? Tu sais, mettons, là, je suis en train d'écouter ça, puis là, moi, j'ai un problème là, que j'ai depuis 2 jours, puis là, j'ai le goût d'aller vous le dire. Là. C'est quoi la porte d'entrée? Bien, moi, je préfère la façon que la personne préfère. Ah, bien, c'est beau, ça. Parce qu'il faut que... je peux pas demander... on parle d'analphabétisme. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de l'écrire. Il y a des gens qui n'aiment pas parler au téléphone. Il y a des gens... Nous, là, notre rôle, c'est d'être capable de recevoir les gens comme ils sont. Puis de même, parfois, de traduire leurs problèmes en l'orientant, en questionnant, parce qu'ils ne sont pas toujours capables de bien le verbaliser ou de bien cerner c'est quoi la problématique. Là. Ouais. Puis ça, c'est un travail de première ligne, puis on essaye d'accompagner puis de former nos gens. La bonne façon, c'est la vôtre. Ouais, ça, c'est important. Bon, ça. J'aime ça. Puis toi, au service des communications, est-ce que c'est toi qui guide aussi l'administration publique à bien vulgariser le message? Parce que ça reste quand même ta spécialité. Y a-tu sans dire un formatage du message, mais de dire, hey, quand on va parler de ça, n'oubliez pas ou amenez-le sous cet angle-là parce que c'est peut-être plus facile à expliquer. Oui, sur les grands sujets ou sur les grands projets, mais évidemment, je ne peux pas le faire pour l'ensemble de tout ce qui se passe. Là. Parce que, tu sais, je ne suffirais pas à la tâche, évidemment. Ouais. Mais oui, quand on a des gros projets ou des grandes orientations, je vais reparler du centre-ville, j'ai été mise à profit quand on parle de tout le processus de construction du complexe Desjardins, oui. Même la campagne de financement qu'il y a eu, on était là. Tout ce qui a trait au plan d'urbanisme, la consultation publique, évidemment, régulièrement, mais c'est impossible d'être sur tous les fronts, là, c'est certain. Fait que ce que je comprends, c'est que vous êtes là pour nous, vous répondez à nos besoins, levons la main, allons vous voir, posons des questions avec un ton gentil. Et puis, je pense qu'on va être capable de mieux comprendre. Et mieux comprendre Et ça ne veut pas dire qu'en comprenant pourquoi on a pris une décision, qu'on va être d'accord avec la décision, mais au moins, ça va limiter ou on va avoir un élément de compréhension. Oui, hein. Puis je dirais que sur les gens d'essayer de penser en termes de sens commun. On l'a dit tantôt, de prendre son expérience individuelle puis de le réfléchir avec le sens commun, parce que nous, c'est notre rôle. Puis moi, je dis toujours qu'avec le même niveau d'information, le même niveau de responsabilité, tout le monde ferait sensiblement les mêmes choix. Mm-hmm. Mais souvent, on ne fait pas le même choix parce qu'on n'a pas tout ce détail d'information-là. Puis une chose que les citoyens peuvent vraiment faire aussi pour aider quand ils se demandent comment je peux contribuer si j'y crois, bien, tu sais, respecter les règles, la réglementation, l'appliquer, là, ça nous aide vraiment. Oui, c'est ça. C'est tout simple, parce que souvent, on va être centré sur notre expérience individuelle. On le voit beaucoup en urbanisme. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça change que je coupe mon arbre?
tu sais, ça, c'est un exemple qu'on a régulièrement. Bien, peut-être que c'est vrai qu'un arbre en moins, c'est pas si grave, mais nous, dans nos grandes orientations, on veut maintenir la canopée, on veut maintenir une ville verte parce que ça contribue à lutter contre les îlots de chaleur. Fait que oui, ton arbre à toi, je comprends qu'il te nuit puis que peut-être c'est pas important, mais nous, si on se met dans la perspective du sens commun, ben si on te le permet à toi, il va falloir le permettre à tout le monde. Et c'est là où on a un problème. Ou collectivement, on va perdre. C'est ça. Pensons, pour le groupe, la collectivité, c'est important. Merci beaucoup, Christine Sauvageau. Ça a vraiment été très instructif. Je vais te faire revenir, on va aller ailleurs. Vraiment, non, mais tu vulgarises vraiment bien, c'était très, très clair. Merci. Donc, je rappelle que tu es conseillère en communication et en relation avec le milieu. Je donne mon petit papier, parce que je ne m'en rappellerai pas. Pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Merci infiniment. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine. Porte ouverte sur le lac, c'est aider ceux qui choisissent de prendre un nouveau départ. Ici, un lac Saint-Jean. Porte ouverte sur le lac, c'est être présent. Dès mon arrivée. Nous jouons un rôle de premier plan dans l'accompagnement et le suivi des personnes immigrantes et leurs familles dans leur démarche d'accueil et d'installation. Porte ouverte sur le lac, c'est faciliter l'insertion au marché du travail. C'est un métier qui me passionne. Nous accompagnons les personnes immigrantes dans leur démarche de recherche, d'intégration et de maintien en emploi. Porte ouverte sur le lac, c'est favoriser l'accès Au service de santé. Et à l'éducation. Nous informons, accompagnons et soutenons les personnes immigrantes et leurs familles dans l'accès aux services de santé et d'éducation disponibles. Porte ouverte sur le lac, c'est créer des liens. Qui encourage la diversité. Nous facilitons des relations amicales entre les personnes immigrantes et les personnes du territoire d'accueil. Porte ouverte sur le lac, c'est encourager les jeunes provenant de l'extérieur de la région. À s'établir durablement au lac. Nous favorisons l'attraction et l'établissement des jeunes adultes dans leur nouveau milieu de vie. Porte ouverte sur le lac, c'est construire des ponts. Pour mieux vivre ensemble. Nous organisons une variété d'activités d'intégration qui permettent des rencontres entre les personnes immigrantes et la communauté d'accueil. Porte ouverte sur le lac. Yazunu Nemam. للاستقرار هنا. Con perspectiva a futuro. Porte ouverte sur le lac. À vos côtés pour réussir une intégration durable.